Premier ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, honorables élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis heureuse de me trouver parmi vous. Il y a 1 mois et demi, la justice française a reconnu par un non-lieu l'innocence de la résistance iranienne dans un dossier sur des marchandages politiques. Il y a 3 ans, la justice avait déjà prononcé un premier non-lieu, disant que les actions de la résistance iranienne pour renverser la tyrannie ne peuvent pas être considérées comme du terrorisme. Cette décision est tout simplement une reconnaissance de la légitimité de la résistance pour renverser la dictature religieuse en Iran. Le peuple iranien a payé le prix de cette injustice par beaucoup de souffrances et des milliers d'exécutions. Ce dossier a enchaîné la résistance pendant 14 ans. Le livre du préfet Yves Bonnet sur cette affaire est d'une grande valeur car il fait la lumière sur plusieurs réalités. Dans sa politique, l'Occident s'est trompé de cible. Au lieu du régime des mollahs, les États-Unis et l'Union européenne ont visé la résistance iranienne qui lutte contre le corps de l'intégrisme. L'assaut de 1300 policiers contre les bourreaux de la résistance à Auvers-sur-Oise en 2003 et les contrôles financiers et juridiques longs et sévères sont un exemple majeur de cette politique. L'étiquette de terroriste, le bombardement des camps de l'OMP en Irak par les Américains en 2003, ainsi que la campagne de désinformation sont aussi des exemples de cette politique. Ces événements ont donné du temps aux mollahs pour développer la force terroriste Quds pour remplir de roquettes les dépôts du Hezbollah pour avancer leurs projets d'armes nucléaires et surtout pour exporter l'intégrisme du Moyen-Orient à l'Afrique qui ravage aujourd'hui l'Irak, la Syrie et les autres pays de la région. Je veux profiter de cette occasion pour aborder 3 sujets. D'abord, la crise dans la région. Depuis l'été dernier, une grande coalition s'est formée contre Daesh, mais son succès dépend d'une connaissance de l'ennemi principal et des racines de la crise. Daesh est le produit des crimes sans précédent des mollahs en Iran, de Bachar Assad en Syrie et Maliki en Irak, avec leur politique sectaire contre une grande partie de la population en Syrie et en Irak. En 2011, avec des crimes sans limite, le régime iranien a mis toutes ses forces militaires du renseignement et diplomatique pour empêcher la chute de Bachar Assad. Et l'Occident a choisi de ne pas agir. Après la guerre de 2003, le régime iranien a transformé l'Irak en son arrière-cour en dominant tous ses organes. Les milices terroristes liées aux mollahs ont sauvagement écrasé pendant des années de nombreuses parties en Irak en coordination avec les forces de Maliki. Non seulement les États-Unis n'ont pas protesté, mais ils ont salué l'action de Maliki. L'ampleur de ces crimes a créé les conditions du développement de Daesh en Syrie et en Irak. C'est donc le résultat de la complaisance avec la dictature la plus horrible de notre époque et de ses alliés. Maintenant, en profitant de cette politique de l'Occident, les mollahs iraniens sont prêts à remplir
avec leurs milices le vide qui serait laissé par Daesh après les bombardements de la coalition internationale. Quelle est donc la solution alors que tout le monde sait que les frappes aériennes ne sont pas suffisantes? Les lobbies des mollahs prônent une politique de collaboration avec le régime iranien dans la guerre contre Daesh. Mais ce serait le plus grand coup porté à la coalition car les peuples syriens et irakiens vont voir que la coalition est aux côtés de leur ennemi principal, c'est-à-dire le régime des mollahs en Iran. Pour libérer la région de l'intégrisme terroriste, il y a 3 éléments indispensables sur les plans politique, militaire et culturel. Sur le plan politique, il est plus que jamais nécessaire de déterminer le véritable front au Moyen-Orient. Les gouvernements et les groupes se divisent en 2 fronts. D'un côté, le régime de guide suprême en Iran, la dictature qu'il soutient en Syrie et ses groupes paramilitaires en Irak, au Liban et au Yémen. De l'autre côté, les gouvernements, les nations et les groupes menacés par les intégristes. L'ennemi principal de tous les pays arabes et musulmans, c'est le régime de Téhéran. Il est impossible de vaincre les intégristes terroristes en Irak et en Syrie sans écarter le régime iranien de ces pays. Sur le plan militaire, on ne peut pas remporter la victoire sans les forces anti-intégristes et patriotes. Les tribus et les chefs sunnites irakiens ont plusieurs fois annoncé être prêts à lutter contre Daesh si les milices du régime iranien sont écartées. Sur le plan culturel, face aux extrémistes qui agissent au nom de l'islam, il est nécessaire d'avoir une alternative culturelle et religieuse. Une alternative fondée sur un islam tolérant et démocratique et l'égalité des femmes et des hommes et séparation de religion et de l'État. Sinon, le régime des mollahs et les extrémistes sunnites vont accuser la lutte contre l'intégrisme de vouloir discréditer l'islam. Le même pays qui prône cet islam en Iran a réussi à former une antithèse culturelle et sociale à ce régime intégriste. Le soutien à la résistance iranienne permettra de faire connaître cette alternative culturelle qui aidera à empêcher le recrutement de la jeunesse européenne par les intégristes. Le deuxième sujet que je voudrais aborder, c'est le projet d'armes nucléaires que le régime iranien s'efforce de conserver grâce à la politique de complaisance et à toutes sortes de tromperies. Même si, en novembre dernier, en raison de ces crises internes et de la pression des sanctions, le régime a été contraint de faire un pas en arrière, sa peur d'une explosion politique et sociale dans le pays et l'absence de fermeté des États-Unis et des pays occidentaux ont permis à Khamenei de rendre les conditions d'un accord encore plus difficiles et sa perspective plus éloignée. Nous lançons à nouveau un avertissement. Tout accord doit comporter l'application sans condition des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, la fin complète de l'enrichissement de l'uranium et les inspections internationales inopinées de tous les sites suspects en Iran. Sinon,
ce régime aura la voie libre pour se doter de la bombe atomique. Le régime iranien va prolonger les négociations pour compléter son programme nucléaire. Aussi, j'espère que la France, qui a toujours fait preuve de fermeté et de principe, ne permettra pas au régime iranien d'obtenir satisfaction. Le troisième sujet que je vais traiter, c'est la répression cruelle du peuple iranien, avec un millier d'exécutions sous le mandat de Rouhani, en particulier Reyhaneh Jabbari, samedi, parce qu'elle s'est défendue contre son violeur. Avec des prisonniers malades qu'on laisse mourir sans soin dans la souffrance, avec la persécution des minorités religieuses, avec la répression et les exécutions des Kurdes, des Arabes et des Baloutches, avec le harcèlement et les arrestations d'avocats et de journalistes, des internautes, et ces dernières semaines, avec l'agression des femmes à l'acide. Regardez les visages de ces femmes innocentes, brûlées par l'acide, que leur jettent les bandes criminelles des mollahs. Comment la politique d'inaction de l'Occident peut-elle justifier ça? Les mollahs au pouvoir ont poursuivi l'exportation de la répression hors des frontières de l'Iran, de l'assassinat des opposants à l'utilisation des gouvernements européens pour réprimer l'opposition avec l'étiquette de terroriste et l'utilisation du gouvernement irakien pour faire le blocus à Ashraf et à Liberty et massacrer les résistants. Jusqu'à présent, il y a eu 116 morts et près de 1400 blessés. 21 sont morts dans la douleur à cause du blocus médical et un homme et 6 femmes ont été pris en otage. Leur crime, c'est d'avoir résisté devant la bête immonde de l'intégrisme et d'être une source d'inspiration pour les femmes et les jeunes dans la lutte pour la liberté. J'espère qu'avec le départ de Maliki en Irak, la France va pouvoir agir avec tous ses moyens pour faire reconnaître Liberty comme un camp de réfugiés sous l'égide de l'ONU, pour faire lever le blocus, en particulier le blocus médical, pour faire assurer le minimum nécessaire à la sécurité et la santé des habitants tant qu'ils sont en Irak, pour faire libérer les otages qui sont retenus depuis le 1er septembre 2013 et pour faire en sorte que l'ONU ouvre une enquête sur le massacre d'Ashraf et fasse juger les responsables. Je vous remercie. Si vous permettez, je voudrais dire quelques mots en persan. نمایندگان محترم مجلس فرانسه، دوستان عزیز مقاومت ایران، خانم‌ها و آقایان، من امروز به خانه دموکراسی فرانسه اومدم تا از نقش منتخبان مردم این کشور در دفاع از مقاومت ایران در برابر بی‌عدالتی، به ویژه بی‌عدالتی در حمله 17 ژوئن در سال 2003 که امروز پیروزی اون پرونده رو در اینجا با هم دیگه جشن میگیریم و همچنین دفاع اونها از حقوق بشر سرکوب شده مردم ایران و به ویژه حمایتشون از زنان ایران تقدیر کنم.
در این روزها مردم ما از جنایت عوامل رژیم ولایت فقیه که به دختران اصفهان و سایر شهرها اسید میپاشند عمیقاً شوکه و متأثرند. اسید پاشی به زنان واکنش یک رژیم بحران زده در برابر مردم ایران و به خصوص در برابر زنان شجاع ایران است که برای برچیدن بساط ولایت فقیه عزم جزم کردند. از شهریور گذشته با هدایت پشت پرده و برخی اظهارات علنی شخص خامنه‌ای موج حمله سازمان یافته‌ای علیه زنان با رژه موتورسواران و صدور بیانیه‌های تهدیدآمیز توسط پاسداران لباس شخصی، اون هم با شعارهای تهاجم فیزیکی و اقدام عملی برای منکوب کردن مفسدان و حذف حامیان آنها شروع شد. وقوع این جنایت‌ها درست در روزهای تصویب قانونی در مجلس ارتجاع صورت گرفت که در اون از عوامل رژیم در برخوردهای خیابانی با زنان و جوانان حمایت میکنه. همزمان نماینده خامنه‌ای در اصفهان خواستار جدیت به خرج دادن و استفاده از نیروی قهریه در برخورد با بدحجابان شد و کمی بعد نیروی قهریه به صورت اسید پاشی منویات پلید خامنه‌ای رو محقق کرد و این است ماهیت واقعی رژیم ایران که پدرخوانده داعش است و ستم و شقاوتش نسبت به مردم ایران 100 بار بدتر از اعمال داعش است. آخوندها از زنان ایران شکست خوردند. تحمیلات ارتجاعیشان نسبت به جامعه ایران به بنبست رسیده است و حکومتشان عمیقاً متزلزل و بی‌ثبات است، به خصوص که زنان ایران 1000 زن قهرمان شورای مرکزی مجاهدین خلق ایران رو به عنوان الگو پیش رو دارند و باید بگویم که آخوندها با این بربریت آشکار و اعدام ظالمانه ریحانه جباری نمیتوانند خود را نجات بدهند. این اعدام ها، این شقاوت ها و این شکنجه ها نهایتاً آنها را از حکومت به زیر خواهد کشید. در این لحظه حساس ملت اسیر ما که با حلقاویز روزانه و خفقان و اسید پاشی هدف قرار گرفته از حمایت نمایندگان فرانسه بسیار بسیار دلگرم می شود و همچنین امیدوارم که کوشش های اخیر فرانسه در مقابله با تهدید برنامه هسته‌ای رژیم ایران و حضور فعال فرانسه در خاورمیانه برای مقابله با دیکتاتوری اسد و بنیادگرای اسلامی در سوریه و عراق به خلع ید از عامل اصلی ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه یعنی فاشیسم ولایت فقیه از عراق و سوریه و همچنین برقراری آزادی و دموکراسی در ایران بیانجامد. از همه شما متشکرم.